Bonjour, il y a quelque temps, j'ai envoyé des questions à Vivien du groupe RPI. Vivien qui est un peu détesté, un peu aimé par certains et par d'autres. J'ai décidé de, entre guillemets, lui apporter mon soutien. Beaucoup de gens critiquent Vivien. Moi, je trouve pas que sa démarche est forcément mauvaise. Elle peut être bonne pour moi, je pense. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi voilà, il y a des enquêteurs qui trouvent que Vivien fait des choses qui sont mal. Le but de Vivien, c'est d'essayer de voir où peut-être des enquêteurs se sont plantés. D'un côté, je peux comprendre les critiques de certains, mais pour ma part, moi, Vivien ne m'a pas encore dérangé, donc je ne vois pas pourquoi il le ferait. Donc voilà, vous allez voir à la suite de cette vidéo donc les réponses de Vivien. Je lui ai envoyé des réponses, il a répondu, et là du coup je fais cette vidéo après avoir reçu ses réponses. Bon visionnage. Salut Nicolas, je vais répondre aux questions que tu m'as demandées. Donc la première, j'ai remis un peu dans l'ordre. La première, c'est qu'est-ce qui t'a fait le déclic? D'où te vient cette passion? Eh bien cette passion m'est venue à l'âge de 8 ans. Il y avait l'émission Mystère que tout le monde connaît, enfin de ma génération, qui passait tous les vendredis soirs sur TF1, je crois que c'est ça, et où il y avait ce fameux générique qui faisait peur à tout le monde, quoi. Et donc des épisodes qui sont passés, et puis fin de l'émission, le déclic est venu. J'étais attiré par ces phénomènes inexpliqués que montrait la télévision. Deuxième question qui est, Vivien, depuis quand as-tu décidé de te lancer dans les enquêtes sur les phénomènes paranormaux? Eh bien, cette décision a été décidée en 2013. Je me suis dit, puisque tu as cette passion, et comme là tu enquêtes seul, pourquoi pas créer une équipe? Et cette équipe, je l'ai nommée RPI, Recherche sur les phénomènes inexpliqués. J'ai mis une annonce sur internet pour avoir du monde, au moins deux personnels avec moi, donc au total on serait 3. Et il y a eu David Burskowski qui m'a contacté le premier, qui tient actuellement d'ailleurs, David, dans l'ombre du paranormal. Après il y a Franck qui est venu et qui est intéressé aussi. Mais c'est depuis donc 2013 que le déclic est venu de me dire allez, je me lance. Je vais répondre à la troisième question qui est depuis combien de temps enquêtes-tu? Eh bien j'enquête donc effectivement depuis 2013 jusqu'à 2017, cela fait 4 ans. Je vais même rajouter une année parce qu'avant que l'équipe soit effectuée, j'enquêtais déjà seul. Même bien avant d'ailleurs. Mais bon, je vais calculer 5. Voilà. Je vais répondre à la quatrième question qui est si un jour un enquêteur te propose d'enquêter avec lui, que lui dirais-tu? Eh bien, j'accepterai volontiers son invitation d'enquêter avec lui. Pourquoi? Parce qu'on apprend beaucoup des autres, mais on voit beaucoup d'anomalies aussi chez certains enquêteurs. Ça fait 6 fois que j'enquête avec des enquêteurs et j'ai vu malheureusement beaucoup d'anomalies où effectivement, soit ils surjouaient les scènes, soit... alors quand je parle de scènes, c'est quand ils sont sur les lieux, hein, à l'instant T, quoi. Un bruit arrive et là, d'un coup, ils se mettent à courir et ils se mettent à gesticuler. Ou alors, ils restent pas calmes, quoi. Ils essayent pas de comprendre. Ou alors, ils enquêtent avec du matériel sur eux qui émettent du champ électromagnétique sur les K2. Donc, forcément, les K2 réagissent alors que c'est les téléphones. Ils ont pas d'idée large, c'est-à-dire qu'ils restent sur un chemin, juste le K2, dictaphone. Mais après, il faut pas dépasser ses limites. Parce que pour eux, c'est dangereux, pour eux, c'est si. Mais, comme je dis, en tant qu'enquêteur, eh bien, si on veut avoir du résultat, il faut parfois se mettre à prendre des risques, disons. Voilà. Mais si un enquêteur me propose d'enquêter avec lui, ce sera avec plaisir. Je vais répondre à la cinquième question qui est, il y a de nombreux lieux-dits hantés dans le monde, quel est celui qui te dirait le plus pour une enquête? Je vais vous dire franchement, il n'y a pas de lieu vraiment qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que je ne me base pas sur ce que les enquêteurs disent sur les lieux. Je me base sur ce que moi je peux voir. Si je vois un enquêteur effectivement qui se passe beaucoup de choses, je vais quand même y aller sur ce lieu. Je vais enquêter, mais je vais bien m'apercevoir que par moi-même, que encore cette équipe, soit a encore extrapolé, soit n'a pas fait attention d'avoir un téléphone sur soi, soit effectivement à surjouer les scènes, c'est-à-dire que dès qu'il entendait une petite goutte d'eau qui est tombée dans une flaque, il s'est mis à courir. Donc je me base pas sur les équipes qui racontent des choses vraiment extraordinaires sur les lieux.
qui disent que ouais, c'est hanté. Non, je veux voir déjà par moi-même. C'est clair que ça me donne quand même des lieux à aller voir. Mais bon, je n'ai pas de lieu préféré. Voilà. Je vais répondre à la 6e question qui est des nouveautés pour le RPI. Eh bien oui, des nouveautés, il y en a depuis 2015 que j'ai mis en place des choses, mais qui sont très difficiles à réaliser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autorisation. La première, c'est les EMI, expérience de mort imminente. Je voulais prendre contact avec l'hôpital de Gap, avec le directeur de l'hôpital. Malheureusement, ça ne répond pas à mes messages et ça me dit que finalement ça les intéresse pas. Mon but était de prendre contact avec les gens qui étaient opérés, qui leur cœur s'arrête et puis d'un coup ils vivent une EMI, ils reviennent à eux et puis les aider à en parler, surtout à en parler, à récolter leurs témoignages et organiser, les mettre en contact avec d'autres personnes et organiser une fois par mois ou tous les 2 mois un rassemblement où on fera une table ronde et puis tout le monde pourra parler de son expérience. Voilà. La deuxième nouveauté que je voulais faire aussi, c'est le projet cancer, enfin le projet départ. Le projet départ consiste à prendre contact avec une personne atteinte du cancer et qui lui reste à peu près entre 2, 3 et 6 mois à vivre. Convenir avec lui d'un code Morse. Par exemple 3 coups longs, 5 coups brefs, etc. Et qui, le jour de sa mort, devra restituer, si son esprit sort du corps, restituer sur soit un K2, soit un appareil de détection, soit des appareils divers, ce code-là. Ce qui voudra dire que cette expérience, si elle fonctionne, on pourra dire que oui, il y a bien un esprit qui sort du corps et qui peut interagir avec des choses, avant peut-être de monter là-haut, ou etc. Mais on pourra effectivement dire les esprits existent. Et il y a aussi la façon de mettre le corps sur un lit à peser, pour voir si effectivement il perd entre 20 et 25 grammes. Mettre des appareils sur son lit pour voir si l'esprit déjà sonne. Alors si l'esprit sort, ça sonne, et que là il va reproduire le code, là il n'y a plus de doute. Ça c'est les nouveautés du RPI. Il y a une troisième, mais bon ça c'est les enquêtes en 360 qui sont encore en étude parce que les caméras ne sont pas encore adaptées vraiment à une bonne qualité et pour le débit aussi parce que quand on va sur le terrain, le réseau passe très mal. Donc le débit est moindre et la qualité de la vidéo est moindre aussi. Et là, la qualité des batteries des 360 dure à peu près entre 2 et 3 heures, ce qui est très peu. Et vous savez, en nouveauté, c'est très difficile d'en avoir. Pourquoi? Parce que le paranormal, c'est de l'inconnu. Donc, en nouveauté, on en fait tous les jours. On essaye tous les jours quelque chose. Je vais répondre à la 7e question qui est: tu as décidé depuis peu de te consacrer à la chasse aux fakes. Pourquoi, à ton avis, et pourquoi les autres enquêteurs voient ça du mauvais œil? Eh bien, je sais pas que je me suis consacré à chasser les fakes. C'est qu'au départ, j'étais simplement un militaire qui partait souvent en mission, etc. Et le problème, c'est que je n'avais pas beaucoup de temps de m'occuper des autres équipes. Quand je dis m'occuper, c'est de m'intéresser à eux, pour leur faire plaisir. Parce que je vois pas pourquoi on sortirait des vidéos et que forcément d'autres enquêteurs ne les regardent pas. C'est complètement idiot. Donc moi, comme je suis tombé au chômage, j'ai eu un peu de temps pour moi et je me suis dit, je vais faire plaisir aux autres équipes, je vais regarder leurs vidéos. Mais le problème, c'est que en regardant ces vidéos, je me suis heurté. Donc là, c'était tombé sur Hervé Fap et j'en suis désolé pour lui parce que je voulais m'arranger avec lui en privé pour éviter de faire une vidéo publique justement. Et puis je suis tombé sur Hervé Fap où je voyais un K2 qui s'allumait. Et puis pour moi c'était logique puisque c'était la fréquence d'un téléphone, on l'entendait bien surtout. Et puis voilà, je suis tombé sur certaines anomalies et puis là, comme les gens me bloquaient et qui voulaient aucune conversation avec moi, je me suis dit, eux, c'est sûr et certain, ils font n'importe quoi, et ça doit se savoir. Et c'est de là où est parti AVP, Anomalie sur les vidéos paranormales, où je diffuse les gens qui ne veulent pas communiquer avec moi, qui me bloquent,
et qui veulent rien savoir et qui mentent aux gens. Et ça, mentir aux gens, c'est quelque chose que je déteste. Il faut de la vérité dans le paranormal. C'est comme à votre enfant, quand il fait quelque chose de pas bien, de mal, vous le corrigez. Vous lui dites attention, il faut pas faire ça. Je me considère pas, moi, Vivien, comme le papa du paranormal. C'est simplement que j'ai les yeux ouverts, j'ai un cerveau pour réfléchir, je vois les injustices, je n'ai pas d'œillères devant les yeux, moi ils sont enlevés. Eh bien, quand je vois quelque chose d'anormal, je préviens. En privé, premièrement, comme j'ai fait à Paranormal du 24, qui a très bien accepté d'ailleurs. Bon, pas au premier abord parce qu'il avait eu des problèmes, mais au deuxième abord, il a accepté de communiquer, et c'est là qu'il s'est aperçu de ma démarche, qu'elle était très bonne. Mais je ne chasse pas le fake. Alors, je suis passé dans une émission où il y a marqué chasseur de fake. Bon, effectivement, ce n'est pas faux non plus. Disons que c'est pas faux à 15%, parce que, effectivement, quand quelqu'un, on le met au courant qu'il a fait des erreurs sur sa vidéo, mais qu'il retire pas et qu'il ne marque pas attention, c'est dû à un téléphone, et bien là, il devient complice de fake, puisqu'il connaît, il a connaissance que c'est faux ce qu'il a mis. Donc forcément, quand on sait après ce qu'on a mis, eh bien c'est fake. Quand c'est inconsciemment, c'est pas fake. Voilà. Mais je ne suis pas, voilà, j'ai pas regardé ces vidéos spécialement pour, voilà, pieuter les vidéos des autres. Non, par méchanceté. Ça c'est non, c'est niette. Je suis simplement comme un gars, je sais pas moi, un magasinier qui fait des commandes de produits. Et le jour où il va sur une autre entreprise et qu'il a bossé 5 ans dans une et qu'il là il va dans une nouvelle entreprise et puis là il voit des trucs incohérents. Et il va corriger ses erreurs. Il va faire, ah merde, lui, ah mince, lui il a mis cette palette là, non il faut la mettre là. Parce que sinon c'est, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement, ma démarche est presque innocente quoi. Je vois des anomalies, je préviens. Les gens me bloquent, ils veulent rien savoir, c'est qu'ils veulent mentir aux gens. Je divulgue, c'est tout. Alors pourquoi maintenant c'est vu d'un mauvais œil. Ce que je fais, c'est parce que, pour certains, la vérité fait mal. Ils préfèrent rester dans l'ignorance, suivre comme ça, comme des moutons, et puis voilà. C'est bon, on m'attaque pas, ok, c'est bien. Mais non, et il y en a qui sont férus de vérité. Et quand on fait quelque chose, autant être dans la vérité. Non, vous ne trouvez pas? Donc pour certains, oui, ça gêne. Et c'est pour ça qu'ils voient ça d'un mauvais œil. Ils comprennent l'inverse de ce que je veux faire. C'est comme ça. Et c'est surtout qu'ils veulent comprendre ce que eux veulent comprendre. Je vais répondre à la 8e question qui est... On parlait aussi de Gus et Jerry. Comment les considères-tu? Eh bien, pour moi, je vais commencer par Gus. Gus était quelqu'un qui a commencé en solo. Je trouvais que ses premières enquêtes étaient pas mal parce qu'il n'y avait pas trop de surjoués, il n'y avait pas de phénomène vraiment probant. Je me suis dit, c'est bien ce qu'il fait. Mais au fur et à mesure de ces enquêtes, je me suis dit, ouh, c'est bizarre ça, il y a des trucs qui se rajoutent. Et puis, est venue la tourmentade. Quelqu'un comme moi a regardé, l'a suivi peut-être du départ et s'est dit, ouh là c'est chaud quand même, hein. Ce truc-là qui glisse et qui tombe, c'est quand même assez chaud. Sauf que ce gars-là était... pas expert, ou peut-être expert de montage vidéo, et là il s'est dit je vais regarder s'il y a un masque, et malheureusement sur quoi il est tombé, un masque. Et puis là la vérité s'est su. Bon, un an après, parce que même le mec était sympa, il a couvert Gus. Bon. Et ce mec là il a du mérite quand même, parce que vous vous rendez compte, pendant un an il s'est fait insulter quand même. Le mec a trouvé le fake. Donc pour moi, s'il me regarde un jour, je lui présente tous mes respects. Et je m'agenouille devant lui de sa gentillesse, de ce brave homme. Et puis Gus, un jour, il en a eu marre et puis il a voulu tout divulguer. Et heureusement, je pense, pour celui qui a trouvé le fake, parce que c'est Emmanuel, je crois qu'il s'appelle. Parce que pour Emmanuel, ça devait être vraiment un poids à supporter. Surtout les insultes qu'il devait recevoir un petit peu. Donc, bravo à cet homme. Et puis Gus, je lui ai pardonné. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le droit à une erreur dans la vie. Et ça serait con de refaire 2 fois la même erreur. Malgré que là, il refait des émissions où c'est extrapolé, où c'est ça. Mais j'espère pas pour lui qu'un jour je puisse prouver qu'il fait du fake. Parce que là, je monte le voir et je le défonce la gueule. Je vous le dis franchement, je lui défonce la terrine.
Pourquoi? Parce qu'il aura menti aux gens. Et quand on ment aux gens, ça, j'aime pas trop. Voilà. Maintenant, je vais parler de Jerry. Jerry, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'adore. Pourquoi? Parce que il me fait rire. Et quand quelqu'un me fait rire, il a tout gagné. Gagner, pas trop non plus. C'est-à-dire que Jerry a fait des erreurs aussi. Il avait créé une page YouTube où il faisait ses enquêtes, il faisait des montages, et il s'est avéré qu'il faisait pas mal d'erreurs. Et il a avoué ses erreurs, il a arrêté pendant un temps, et puis il a recréé une chaîne YouTube. Et là, je suis à dire aux gens, écoutez, ça serait con, ça serait bête de faire des erreurs, d'arrêter de reprendre et de refaire les mêmes erreurs. Donc là, si Jerry refait du fake, c'est que vraiment il est vraiment trop con. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas, pour l'instant, je ne peux pas prouver effectivement que Gus fait des erreurs. Je ne parle pas de fake, fait des erreurs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore regardé toutes ses vidéos. Et le peu de vidéos que j'ai regardé de lui, je n'ai pas trouvé de choses probantes pour avancer qu'il fait effectivement du fake. Vous voyez ce que je veux dire? Pour prouver qu'il faut du fake, c'est comme là Hervé Fap, où je trouve son téléphone qui sonne, enfin l'interférence du téléphone, ça c'est une preuve scientifique. Pourquoi? Parce qu'on sait tous scientifiquement ce que le téléphone émet comme bruit sur un haut-parleur. Là d'accord, mais quand on voit par exemple une ombre passer, comment allez-vous faire? Si on voit pas le masque, si on voit rien, comment voulez-vous que je prouve que ce soit réel ou faux? Donc, je vous conseille sur Gus et sur Jerry de prendre leurs vidéos, comme les miennes, comme ceux de l'équipe CIB, dans l'ombre paranormal, etc., de toutes les équipes, de les prendre comme de la distraction et de vous méfier de toutes les équipes et de leurs vidéos. Restez quand même sur vos gardes. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous le raconte. Vous pouvez... Faites votre propre opinion. Voilà, c'est ça. Donc, Gus et Jerry, je leur ai pardonné parce qu'ils ont fait eux deux des fautes. Mais voilà, pour l'instant, suivez-les quand même, mais restez sur vos gardes. Je vais répondre à la 9e question qui est: pour toi, l'équipe RIP est-elle un modèle à suivre ou non? Là, je vais vous dire, c'est comme Gus et Jerry, il faut se méfier. Faites votre propre opinion. L'équipe RIP ont fait dans leur saison 1, des erreurs. Des erreurs qui se sont révélées fatales pour eux et ils ont dû changer le concept de l'émission. Donc, depuis la saison 1, je leur ai pardonné aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur erreur. Maintenant, ils font ce qu'ils font, les ghost hunts, etc. Il y a des gens avec eux, donc pour faire du fake, ça va être assez difficile. Ce que je regrette juste de RIP, c'est que le problème, c'est que sans production, j'ai déjà eu une conversation avec Anton qui m'a dit qu'il y avait des soucis aussi de le fait qu'ils ne peuvent plus refaire d'enquête et diffuser leurs vidéos parce qu'ils sont toujours pris par la rédaction de là où ils passaient avant et qu'il y avait des soucis. Mais ce que je regrette, c'est qu'effectivement, ils ne font plus d'enquête vidéo pour leurs fans. Moi, personnellement, je serais passé à la télévision. Franchement, si j'avais eu ces fans-là, comme j'ai actuellement, des gens qui me suivent, j'aurais tout fait pour continuer nous-mêmes à filmer, moi-même à filmer, à faire mes propres montages vidéo. Sauf que là, ils ont montré que finalement, sans production, y a plus rien. L'équipe RIP est cantonnée à faire que des ghost hunts. Et ils en ont oublié d'aider les gens aussi. D'accord? À domicile. C'est un peu ce que je regrette de RIP. C'est dommage. Voilà. Mais tout le monde a ses défauts et je respecte ses défauts, bien sûr. Je vais répondre à la 10e question qui est: comment vois-tu l'avenir du paranormal? Comment je vois l'avenir du paranormal? Il faut, je pense, une police, comme une sorte de police, de gendarmerie, de papa-maman, du paranormal. Des gens qui contrôlent. Jusqu'à présent, les gens qui ont contrôlé, c'est des debunkers. Je leur dis merci d'un côté, et je leur dis pas merci de l'autre. Pourquoi? Parce que merci d'un côté, parce qu'ils ont divulgué des choses, des anomalies, sur des vidéos d'enquêteurs, mais je les remercie pas d'un côté parce qu'ils n'ont pas été
franc avec ceux qui ont eu ces problèmes de vidéo. Franc, c'est-à-dire qu'au lieu de les contacter en message privé, ils ont divulgué leurs vidéos, sans prévenir. Ils n'ont pas de conversation avec ceux qui ont fait de fausses informations. Alors soit qu'ils ont été effectivement comme moi, ils ont appelé, ils ont peut-être été bloqués, et ils ont été obligés de divulguer ces informations. Mais même si on divulgue des informations, comme la paranormale du 24, avec David Garcia, il y en a un qui l'a embêté pendant 2 ans, un debunker, qui apparemment, ce debunker, a refusé de parler avec David et de s'arranger avec lui. Alors que David était prêt à lui envoyer les rushs, qui lui a envoyé d'ailleurs les rushs. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de suite, et puis c'est la méchanceté. Et c'est là où je veux en venir. Il ne faut pas tomber s'il y a un contrôle dans le paranormal, dans une méchanceté. Toujours être dans le bon. Moi actuellement, je publie des vidéos sur RVFAP parce qu'ils refusent de me parler. Et les gens doivent connaître ces problèmes, ces problématiques dans ces vidéos. C'est normal, la vérité doit éclater un jour. Maintenant, je reste les bras ouverts. Je tends, vous voyez, je tends la main aux enquêteurs qui émettent de fausses informations. Ils peuvent m'appeler un jour, je ne suis pas rancunier. Et pourquoi pas, un jour, se rencontrer, boire une bière. Mais je pense que l'avenir du paranormal sera plus serein quand il y aura des contrôles sur les vidéos d'enquêteurs avant de les publier. Je prends un exemple. Je suis allé enquêter avec David Berkowski dans le paranormal. Eh bien, je vais faire un montage vidéo, peut-être, s'il y a des anomalies, des phénomènes expliqués dedans. Eh bien, dans ce montage vidéo, dès qu'il sera finalisé, je vais peut-être l'envoyer à une équipe d'enquêteurs, à lui, à Pierre-Paul Jacques. Eh bien, ce Pierre-Paul Jacques, quand ils ont vu sur ma vidéo, ouais, elle est bonne ta vidéo, il n'y a pas de phénomène où c'est peut-être un téléphone, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ci. Ok, tu peux la publier. Là, je la publierai. J'aurai au moins 5-6 avis avant de publier ma vidéo. Et non pas mettre une vidéo comme ça, que je lâche et que je suis comme un con parce qu'un jour, quelqu'un découvre qu'effectivement c'est un téléphone portable qui a sonné. Le paranormal ira mieux quand il sera contrôlé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, pour conclure toutes ces questions, eh bien, je vais faire une globalité. Et vous conseiller surtout. Alors, je ne m'estime pas être très grand dans le paranormal pour vous conseiller, mais je vous raconte ce qui pourrait y avoir de bon pour vous. Avec toutes les connaissances que j'ai eues dans le paranormal, toutes ces enquêtes, je peux amener à vous dire que, effectivement, dans toutes les vidéos que vous verrez, il faut vous méfier de tout ce qu'on vous raconte, de tout ce qu'on vous dit. Restez les pieds sur terre quand même. Et si vous voulez un jour voir si c'est réel, je pense qu'il faut que vous ayez de vous-même ses propres expériences, ses propres ressentis. Allez en enquête vous-même et vous ferez votre propre opinion. Maintenant, dans le paranormal, c'est du paranormal. On ne connaît pas ce qu'est le paranormal. Ce qu'il y a dedans, on ne connaît rien du tout. Quand on dit un esprit, déjà on est dans l'erreur. Qui vous dit que c'est un esprit? Quand on dit des orbes, vous êtes dans l'erreur. Qui vous dit que c'est des orbes? Parce que alors les orbes, c'est toujours pareil. Il y en a qui disent que c'est de la poussière, des insectes. Dans les orbes, il y en a qui disent que c'est une boule d'énergie, que peut créer des atomes, que peut créer l'air ambiant. Les atomes avec les protons, le CO2 peuvent éclater et faire une boule blanche pendant un instant. Il y en a qui disent que c'est peut-être notre énergie émanant du corps, que j'ai appris il y a peu d'ailleurs en communiquant avec une personne qui m'a appris ça, que c'est peut-être notre énergie qui sort et qui crée ces boules blanches. Vous voyez, donc ça peut être beaucoup de choses, et dans le paranormal, on ne peut pas affirmer les choses. L'enquêteur qui affirme les choses, il est dans l'erreur. On ne peut que supposer. Un cadeau qui sonne dans une maison, eh bien on ne dira pas qu'on a eu une communication avec un esprit intelligent. On suppose. Ou avec quelqu'un d'intelligent. On suppose peut-être aussi que c'est quelque chose dans la maison qui émane quelque chose d'électrique. Voilà. Mais on ne peut que supposer. Et c'est à vous, téléspectateurs, de vous faire votre propre opinion de ce que vous voyez. Par exemple, vous allez regarder, oui, ça répond à ces questions, c'est sûr et certain, c'est un esprit. Voilà. Mais c'est pour vous.
C'est pas parce que vous pensez ça qu'il faut automatiquement dire à l'autre non, c'est ça, c'est sûr. Non, puisque dans le paranormal, il faut que supposer. Et là, j'en reviens que de faire des suppositions, eh bien, on a moins l'air con le jour où on doit diffuser comme quoi, effectivement, le K2, c'était une fréquence téléphonique. Parce que si vous affirmez que le K2, par exemple, là, il sonne, enfin, il réagit, et puis vous dites, c'est un esprit. Imaginez-vous le jour où vous devez divulguer comme quoi c'est pas un esprit, que c'est un téléphone. Là, vous aurez l'air un peu bête. Bon, moins bête parce que vous avouez vos fautes. Voilà. Mais ce sera plus dur à avouer. Alors que si vous émettez des hypothèses, ou si vous émettez des suppositions, ça sera moins dur à avouer. Même pas dur. Pourquoi ? Parce que vous avez que supposé. Voilà. Vous n'avez pas eu un jugement concret. Maintenant, je voudrais diffuser un message très important pour toutes les équipes. Je vous demande, dans la mesure du possible, de toujours vous remettre en question. Toujours. Et surtout, si vous êtes nombreux dans une enquête, de vous autocontrôler. C'est pas parce que vous faites confiance que votre voisin d'à côté aura oublié d'éteindre son téléphone portable. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Contrôlez-vous et vous verrez que le détecteur K2, il sonnera moins déjà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, pour ceux qui vont me regarder. Pour ceux qui ne m'aiment pas, venez me contacter. Et vous verrez que finalement, je ne suis pas si méchant que ça. Ceux qui m'ont bloqué parce qu'ils ont cru, je vous pardonne. Revenez, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci encore, et puis à très bientôt. Et merci à Nicolas Vera pour ce reportage. C'est très gentil de ta part. Salut.